Ma petite amie a dit, mon ex a des problèmes financiers, alors il va venir vivre avec nous. Je l'ai mise à la porte et je les ai laissés s'endetter ensemble. Quand j'ai rencontré Elodie, elle n'a jamais essayé de cacher qu'avant moi, il y avait eu quelqu'un de très important dans sa vie. Le nom de son ex était Marc. Il était norvégien. Elle l'avait rencontré pendant un échange universitaire lorsqu'elle était allée en Norvège pour un semestre. Selon elle, au début, il n'était que deux étudiants étrangers qui se retrouvaient dans quelques cours et sortis avec d'autres camarades de classe. Marc parlait un excellent anglais, était assez sociable, et a fini par l'aider à s'adapter pendant les premières semaines. Avec le temps, ils ont commencé à sortir ensemble. Quand l'échange a pris fin, ils ont tous deux pensé que la relation se terminerait à cause de la distance. Ce ne fut pas le cas. Après plusieurs mois à voyager pour se voir quand il le pouvait, Marc a pris une décision qu'Elodie a toujours décrite comme une énorme preuve d'amour. Il a quitté la Norvège, a vendu pratiquement toutes ses affaires, a démissionné de son emploi et a déménagé définitivement au Mexique pour commencer une vie avec elle. Ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Les 2 premières années, selon Elodie, furent probablement les meilleures de sa vie. Marc a trouvé un emploi, a appris l'espagnol assez rapidement et s'est même bien entendu avec la famille d'Elodie. Chaque fois qu'elle parlait de cette étape, elle le faisait avec un sourire calme, comme quelqu'un se souvenant d'un bon moment déjà passé. Le problème a commencé plus tard. D'abord, l'alcool est apparu. Pas du jour au lendemain. C'était graduel. Il a commencé par sortir avec des collègues de travail. Puis boire presque tous les soirs. Et petit à petit, l'alcool a cessé d'être un moyen de s'amuser pour devenir une nécessité. Puis sont venues les drogues. C'est là que tout s'est effondré. Il a perdu son emploi. Il a commencé à disparaître pendant des jours. Il dépensait de l'argent sans contrôle. Il mentait constamment. Elodie m'a dit que pendant des mois, elle a essayé de l'aider. Elle l'a emmené chez des médecins, a cherché des centres de réadaptation, a parlé avec sa famille en Norvège pour demander leur soutien. Elle a même payé des consultations dans l'espoir qu'il accepte un traitement. Rien n'a fonctionné. Marc rechutait toujours. Finalement, Elodie a compris qu'elle ne pouvait pas continuer à sacrifier sa propre vie en essayant de sauver quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Elle a mis fin à la relation. Quand elle m'a raconté toute cette histoire, j'ai pensé que c'était un chapitre complètement clos. Je n'ai jamais imaginé que cela redeviendrait un problème pour nous. La seule chose qui, au fil des mois, a commencé à attirer mon attention, ce sont certains commentaires qu'Elodie faisait de temps en temps. Elle ne parlait jamais de Marc avec haine. Elle ne l'insultait jamais. Elle n'a jamais dit qu'il avait ruiné sa vie. Au contraire, elle trouvait toujours un moyen de le justifier. Il n'était pas un mauvais garçon. Les drogues l'ont juste détruit. À une autre occasion, alors que nous regardions un documentaire sur des personnes qui avaient réussi à surmonter leur dépendance, elle a commenté, comme c'est triste. Si Marc avait accepté l'aide plus tôt, il aurait probablement une vie différente aujourd'hui. Je me souviens aussi d'un après-midi où nous avons croisé un couple de touristes nordiques. Elle les a regardés pendant quelques secondes et a dit presque sans réfléchir, « Je me souviens de Marc. Il disait toujours qu'un jour il voulait amener ses parents voir le Mexique. » Ce n'était pas une conversation constante. Des semaines pouvaient s'écouler sans qu'elle mentionne son nom, mais quand elle le faisait, c'était toujours avec une certaine mélancolie, pas avec une nostalgie romantique. C'était différent. C'était comme si elle avait pitié de la personne qu'il était devenu. Je n'en ai jamais fait toute une histoire. Après tout, ils avaient partagé 4 ans de leur vie. C'était normal qu'elle garde quelques souvenirs. De plus, notre relation était bonne. Nous étions ensemble depuis près de 3 ans. Nous vivions dans un appartement que nous louions à 2. Nous travaillions tous les 2. Nous n'avions jamais eu de problème financier majeur ni de dispute vraiment sérieuse. J'ai toujours pensé que si nous rompions un jour, ce serait à cause d'une différence de projet ou simplement parce que l'amour s'était éteint. Je n'ai jamais imaginé qu'un ex-petit ami réapparaîtrait pour tout détruire. Tout a commencé lors de notre anniversaire. Nous avions réservé une table dans un très beau restaurant du centre-ville. Ce n'était pas un endroit de luxe, mais un de ces restaurants où les tables sont séparées, la musique est calme et l'atmosphère invite à la conversation. Nous avions commandé une bouteille de vin. La nourriture venait d'arriver. Nous parlions des vacances que nous voulions prendre l'année prochaine.
Nous plaisantions même sur le fait d'avoir un chien parce que l'appartement autorisait enfin les animaux de compagnie. C'était une soirée parfaite, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Puis le téléphone d'Élodie a sonné. Elle a regardé l'écran. C'est Isabelle. Je connaissais Isabelle. Elle avait étudié avec elle à l'université et elles étaient toujours de très bonnes amies. Comme elle le faisait toujours, elle a répondu à l'appel en haut-parleur. Elle n'avait jamais aimé cacher les conversations. Salut Isabelle, quoi de neuf? L'autre côté n'a pas répondu avec l'enthousiasme habituel. Sa voix semblait sérieuse, très sérieuse. Élodie, désolé de t'appeler à cette heure. Elle a légèrement froncé les sourcils. C'est bon. Tout va bien? Il y a eu un court silence. Je viens de rencontrer Marc. Dès que j'ai entendu ce nom, j'ai levé les yeux. L'expression d'Élodie a également complètement changé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'ai vu dans le parc en face de la gare routière. Elle a souri avec un certain soulagement. Oh, tu l'as croisé en te promenant? La réponse d'Isabelle a fait disparaître ce soulagement immédiatement. Non, il dormait sur un banc. Les yeux d'Élodie se sont écarquillés. Que veux-tu dire, il dormait? Oui, je pensais qu'il se reposait, mais il était là depuis un bon moment. Je me suis approché de lui parce qu'il me semblait familier et il s'est avéré que c'était lui. Elle a lentement posé ses couverts sur la table. Est-ce qu'il est encore ivre? C'est ce que j'ai pensé au début. Et non. Puis Isabelle a soupiré avant de répondre. Il vit là-bas. J'ai vu le visage d'Élodie perdre toutes ses couleurs. Il doit y avoir un malentendu. J'aurais aimé qu'il y en ait. Le restaurant était toujours rempli de conversations, de rires et de vaisselle qui s'entrechoquaient. Mais à notre table, il semblait que tout était devenu silencieux. Isabelle a continué à parler. Je lui ai acheté des sandwichs et un café. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant presque 1 heure. Élodie pouvait à peine parler. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il avait réussi à arrêter la drogue il y a longtemps. Elle a à peine souri. C'est bien. Oui, mais il a échangé une addiction contre une autre. Elle a lentement baissé les yeux. Laquelle? Le jeu. J'ai senti l'atmosphère devenir encore plus lourde. Isabelle a continué à expliquer. Il a commencé par miser de petites sommes sur des matchs de football. Puis il a découvert les applications de paris sportifs, puis les casinos, puis les prêts. Quand il perdait de l'argent, il essayait de le récupérer en misant plus. Et quand il perdait encore, il empruntait encore plus d'argent. C'était l'histoire que l'on entend sans cesse avec n'importe quelle addiction. Seul le nom du vice change. Et maintenant, Élodie a demandé d'un murmure. Il a perdu l'appartement, la voiture aussi. Il a vendu presque toutes ses affaires. Il a des dettes partout. Personne ne veut d'une terre d'argent. Il ne lui reste pratiquement plus rien. Les yeux d'Élodie étaient complètement mouillés. Je suis resté silencieux. Non pas parce que je n'avais pas de pitié. La vérité est que j'en avais. Voir quelqu'un finir par vivre dans un parc était triste, mais je comprenais aussi que les addictions finissent souvent exactement comme ça. Isabelle a parlé à nouveau. Je ne l'ai jamais vu aussi vaincu. Ça m'a vraiment impressionné. Il avait l'air d'un homme différent, beaucoup plus maigre avec une barbe hirsute, des vêtements sales. Il ne levait même pas beaucoup les yeux quand il parlait. Élodie a pris une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes. Est-ce qu'il est clean? Selon lui, oui. Il dit qu'il n'a plus jamais consommé de drogue. Juste que le jeu a fini par détruire le peu qu'il avait réussi à reconstruire. Il y a eu un silence de plusieurs secondes. Puis Élodie a posé une question qui à ce moment-là m'a semblé complètement normale. Est-ce qu'il a de la famille ici? Non. Des amis? Les quelques-uns qu'il avait se sont déjà éloignés. Et sa famille en Norvège. Isabelle a laissé échapper un rire amer. Il dit qu'il ne veut plus leur demander d'aide parce qu'il leur a menti trop de fois. Ils ont perdu confiance en lui il y a des années. Élodie a lentement fermé les yeux. Je pouvais parfaitement voir comment elle essayait de traiter toutes les informations. Puis Isabelle a prononcé une dernière phrase, une phrase simple, mais qui a fini par planter l'idée qui allait changer nos vies.
La vérité est que je ne pense pas qu'il lui reste quelqu'un dans ce pays. Personne. J'ai vu Élodie devenir complètement immobile. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas dit un seul mot. Elle est simplement restée à regarder la nappe, l'esprit perdu quelque part. Quand l'appel a pris fin, Élodie a laissé le téléphone sur la table sans dire un seul mot. La nourriture était encore chaude. Les verres de vin étaient pratiquement intacts, mais l'atmosphère avait complètement changé. Nous sommes restés silencieux tous les deux pendant plusieurs secondes. Elle fixait la nappe. J'essayais de trouver quelque chose à dire. J'ai finalement rompu le silence. C'est horrible. Élodie a lentement levé la tête. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Marc? Elle m'a regardé avec une expression difficile à interpréter. Tu le penses vraiment? Bien sûr. Elle a légèrement froncé les sourcils. Tu n'es pas content parce que c'est mon ex? La question m'a complètement pris par surprise. Quoi? Je suis sérieuse? J'ai secoué la tête. Bien sûr que je ne suis pas content. Elle a continué à me regarder comme si elle essayait de savoir si je mentais. J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. Écoute, Élodie. Marc ne m'a jamais rien fait. Oui, c'était ton ex, mais cela ne signifie pas que je veuille le voir vivre dans un parc. Elle est restée silencieuse. Aucun être humain ne devrait traverser quelque chose comme ça. Je l'ai vu baisser légèrement les yeux. J'espère vraiment qu'il réussira à se remettre sur pied. Sérieusement, oui. J'ai bu une gorgée d'eau avant de continuer. Au final, c'est ce que font les addictions. Peu importe qu'elles commencent par l'alcool, la drogue ou le jeu. Petit à petit, elles détruisent tout ce qu'une personne a. Travail, argent, relations, santé, elles finissent souvent exactement comme ça. Elle a continué à m'écouter. C'est une situation très triste. J'espère qu'il trouvera de l'aide. Élodie a laissé échapper un petit soupir. Je pensais que tu serais content. J'ai secoué la tête à nouveau. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai fait une pause un instant. Je ne fêterai jamais que quelqu'un finisse par dormir sur un banc. Son expression s'est un peu adoucie. Elle a même souri avec une certaine tristesse. Merci. Je ne comprenais pas pourquoi elle me remerciait. J'ai juste hoché la tête. Nous avons essayé de reprendre le dîner. Nous avons parlé pendant quelques minutes de n'importe quoi. Le dessert est arrivé. Nous l'avons mangé presque en silence. Puis j'ai payé l'addition et nous sommes retournés à l'appartement. En chemin, Élodie était beaucoup plus silencieuse que d'habitude. J'ai pensé qu'elle était simplement encore affectée par la nouvelle. Je n'ai pas insisté. Tout le monde traite ce genre de choses différemment. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle est restée longtemps à regarder par la fenêtre du balcon. Cette nuit-là, elle a même mis beaucoup de temps à s'endormir. Je l'ai entendue se tourner et se retourner dans son lit plusieurs fois. J'ai supposé que c'était parce qu'elle était inquiète. Je n'ai jamais imaginé qu'elle préparait en fait une décision. Le lendemain, tout a semblé revenir à la normale. Nous sommes allés travailler chacun de notre côté. Nous avons échangé quelques messages pendant la journée. Rien d'anormal. Dans l'après-midi, elle m'a même demandé ce que je voulais pour le dîner. Je lui ai dit que tout irait bien. Il n'y avait absolument aucun signe que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Je suis arrivé à l'appartement vers 7 heures du soir. Élodie n'était pas encore arrivée. J'ai fait du café pendant que j'attendais. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu la porte. Elle est entrée lentement. Elle ne pleurait pas, mais elle avait cette expression sérieuse que l'on adopte quand on sait qu'il faut entamer une conversation inconfortable. Elle a laissé son sac sur le canapé. Elle n'a même pas enlevé ses chaussures. Elle est juste restée là. Benoît. Dès que j'ai entendu ce ton de voix, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a pris une profonde inspiration. J'ai beaucoup pensé à Marc. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu et j'ai aussi reparlé à Isabelle. J'ai senti un léger nœud dans mon estomac. Comment va-t-il? Pareil. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle a continué, il n'a nulle part où dormir.
Quelle mauvaise situation. Elle a hoché la tête lentement. Oui. Une autre pause. Il était de plus en plus clair qu'elle n'avait pas encore dit la chose vraiment importante. Benoît, dis-moi. J'ai besoin de te demander quelque chose. J'ai posé la tasse sur la table. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris une profonde inspiration. Encore une fois, je veux l'aider. J'ai hoché la tête. Je pense que c'est bien. Elle a semblé surprise. Oui, vraiment? Ça ne te dérange pas? Ça dépend de ce que tu entends par aider. Elle est restée silencieuse. J'ai continué à parler. Si tu veux lui apporter de la nourriture de temps en temps ou chercher un refuge, je l'aiderai même à contacter sa famille. Je n'ai aucun problème avec ça. Elle a baissé les yeux. Ce n'est pas exactement ça. C'est là que j'ai commencé à sentir que la conversation prenait une toute autre tournure. Alors, qu'as-tu en tête? Il lui a fallu plusieurs secondes pour répondre. Je veux qu'il vive avec nous. J'ai senti le temps s'arrêter. Je l'ai regardé en essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Je suis désolé. Juste le temps qu'il se remette sur pied. Tu es sérieuse? Elle a hoché la tête. Oui. Je me suis lentement levé du canapé. Élodie, nous parlons de ton ex-petite amie. Je sais. L'homme avec qui tu as vécu pendant 4 ans. Je sais. Et tu veux l'amener dans notre appartement? Elle a commencé à parler rapidement comme si elle avait répété ce discours toute la journée. Il n'a personne. Il est complètement seul. Il a juste besoin d'une chance de recommencer. Je l'ai regardé sans dire un mot. Elle a continué, il a déjà arrêté la drogue. Maintenant, il a une autre addiction. C'est précisément pour ça qu'il a besoin de soutien. J'ai lentement secoué la tête. Non, Élodie. Elle a élevé la voix pour la première fois. Tu n'as même pas fini de m'écouter. Je t'ai parfaitement entendu. Non. Elle s'est un peu rapprochée. Laisse-moi t'expliquer. J'ai croisé les bras. D'accord, explique. Elle a pris une inspiration. Marc était une personne très importante pour moi. J'ai senti un petit coup dans la poitrine. Il fait partie de mon histoire. Je sais déjà qu'il fait aussi partie de mon cœur. Ces mots ont complètement changé mon expression. Elle a semblé s'en rendre compte. Je ne veux pas dire que je suis encore amoureuse de lui. Alors explique-le-moi. Je veux dire, je ne peux pas le voir comme si c'était un étranger. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Nous avons partagé 4 ans de notre vie. Je comprends ça. Je ne peux pas faire comme s'il n'avait jamais existé. J'ai hoché la tête lentement. Je pouvais comprendre cela. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a complètement déconcerté. De plus, elle a fait une pause un instant. Je pense que ce serait même bon pour nous de l'avoir ici. Je l'ai regardée complètement confuse. Comment cela serait-il bon pour nous? Elle a répondu avec un naturel que j'ai encore du mal à croire. Eh bien, le gars est norvégien. J'ai cligné des yeux. Et il est blond. Je ne comprenais pas où allait cette conversation. Qu'est-ce que ça change qu'il soit blond? Elle a souri légèrement comme si elle disait quelque chose de complètement logique. Il serait une belle vue dans la maison. Je pensais qu'elle plaisantait. J'ai attendu un sourire. Il n'est jamais venu. Elle a continué à parler très sérieusement. De plus, il ne peut pas vivre dans la rue en étant blond. Je suis resté immobile. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu répondre. Je ne pouvais que la regarder en essayant de savoir si elle venait vraiment d'utiliser la couleur des cheveux de son ex-petite amie pour me convaincre de le laisser emménager avec nous. Élodie m'a regardé avec une frustration évidente, mais tu as dit que tu comprenais la situation. Tu as dit que c'était horrible et que tu espérais qu'il se remettrait sur pied. J'ai hoché la tête. Oui. Donc, tu m'as pratiquement donné le feu vert pour l'aider. J'ai secoué la tête calmement. Non, Élodie. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais pitié de ce qu'il traversait. Elle a croisé les bras. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer.
Ce n'est pas parce que je ressens de la compassion pour quelqu'un que j'ai l'obligation de résoudre sa vie. Son expression a changé. Résoudre sa vie. Oui, il a juste besoin d'un endroit où rester. Notre appartement n'est pas un refuge. Tu parles comme si c'était un étranger. Pour moi, il l'est. Elle a commencé à élever la voix. C'était une personne importante pour moi. C'est précisément pour ça que je ne veux pas qu'il vive ici. Tu ne me fais pas confiance. Cela n'a rien à voir avec la confiance. Alors c'est quoi? Je l'ai regardé attentivement. Le bon sens. Il y a eu un silence gênant. Puis j'ai continué, je ne vais pas partager ma maison avec un homme qui a été ton partenaire pendant 4 ans. Elle a laissé échapper un rire incrédule. Incroyable. Qu'est-ce qui est si incroyable? Je pensais que tu étais plus empathique. Je le suis. Cela ne semble pas être le cas. C'est une chose d'avoir pitié de quelqu'un et une autre de le faire vivre avec nous. Élodie a secoué la tête. Tu ne comprends rien. Explique-le-moi. Si tu étais dans cette situation, je ne te laisserais jamais seul. Je n'attendrai pas non plus que le nouveau petit ami de mon ex m'ouvre ses portes. Cela a fait disparaître sa patience. Tu reviens toujours au même point parce que ce point est le problème, n'est-ce pas? Elle a fait un pas de plus. Le problème est que tu es insécure. Non, j'ai répondu sans élever la voix. Le problème est que tu ne comprends pas les limites. Elle a pressé ses lèvres. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a prononcé une phrase qui a complètement brisé toute possibilité d'arriver à un accord. Je ne sais même pas pourquoi je te demande. Je l'ai regardé. Quoi? Au final, je vis ici aussi. Son ton était complètement différent, plus froid, plus défiant. J'ai des droits aussi. J'ai eu une mauvaise prémonition. Elle a terminé la phrase sans détourner le regard, alors je vais la mener. Le silence était absolu. Je me fiche de ce que tu dis. Je me suis lentement levé du canapé. J'ai marché jusqu'à me retrouver devant elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Écoute-moi attentivement. Elle n'a pas reculé. Tu n'es pas la propriétaire de cet endroit. Son expression a changé. Je suis désolé. Le contrat est à mon nom. J'ai acheté les meubles. J'ai payé la caution. J'ai meublé cet appartement avant que tu n'emménages avec moi. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai continué à parler. Si tu décides de l'amener sans mon consentement, j'ai fait une pause un instant. La prochaine personne qui dormira sur un banc, ce sera toi. La gifle est arrivée avant même que je ne puisse traiter mes propres mots. Gifle. Le son a résonné dans tout le salon. J'ai senti la piqûre immédiate sur ma joue. Élodie respirait lourdement. Ses yeux étaient pleins de larmes. Tu es un salaud. Elle a pris ses clés, son sac et est partie en claquant la porte. Pendant plusieurs minutes, je suis resté immobile. Je n'ai pas couru après elle. Je n'ai pas essayé de l'arrêter. Je me suis juste assis. La dispute avait franchi une ligne. Je n'avais jamais imaginé que nous l'atteindrions. J'ai regardé l'horloge. 21h, puis 22h, puis 23h. Je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu. J'ai essayé de l'appeler. Elle a éteint son téléphone. À minuit, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant l'immeuble. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que j'entende des voix dans le couloir. Puis des clés essayant d'ouvrir la porte. La serrure a tourné. Élodie est entrée, mais elle n'était pas seule. Derrière elle est apparu un homme grand, très mince, aux cheveux blonds et à la barbe hirsute. Il portait un vieux sac à dos sur l'épaule et une petite valise avec une roue cassée. Je n'ai eu besoin de personne pour me dire qui il était. C'était Marc. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. J'attendais au moins une attitude gênée, un peu de honte, quelques excuses. Cela n'est pas arrivé. Il est entré comme s'il avait tous les droits du monde. Il a laissé tomber le sac à dos sur le sol, m'a regardé avec un sourire arrogant. Alors, tu es Benoît. Je n'ai pas répondu. Il a fait un autre pas. Je suis venu défendre Élodie. J'ai froncé les sourcils. Je suis désolé.
Elle m'a dit que tu ne la mettrais pas à la porte. J'ai regardé Élodie. Elle a évité mon regard. Marc a continué à parler. Elle vit ici aussi, alors tu vas devoir apprendre à partager. Il a fait un geste vers le salon. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention d'être un fardeau. Nous avons vécu ensemble. Je sais comment nettoyer. Je sais comment cuisiner. J'aiderai aussi à la maison. Je l'ai interrompu. Tu as fini? Il a souri. Pas encore. Eh bien, tu ferais mieux. J'ai pointé la porte parce qu'aucun de vous ne reste ici. Marc a laissé échapper un rire. Tu ne peux pas décider ça tout seul. Bien sûr que je peux. Non. Son ton est devenu défiant. Les choses ont changé maintenant. Élodie est intervenue pour la première fois. Benoît, s'il te plaît. J'ai levé une main. Non. J'ai regardé Marc à nouveau. Prends tes affaires et sors de mon appartement. Il a fait un autre pas vers moi. Je ne pars pas. Dernière chance. Et sinon, je n'ai pas répondu. J'ai sorti le téléphone de ma poche. Je vais appeler la police. Marc a souri avec mépris. Fais-le. Quand j'ai commencé à composer le numéro, il m'a poussé le bras. Qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de le repousser. C'est là qu'il m'a donné le premier coup de poing. J'ai senti le poing sur mon pommette. J'ai reculé d'un pas. Élodie a crié. Marc, arrête. Il a essayé de s'approcher à nouveau. Cette fois, je n'ai pas répondu par la violence. J'ai juste réussi à m'éloigner suffisamment pour terminer l'appel. J'ai besoin d'une voiture de patrouille. Il y a un homme qui m'agresse chez moi. La police est arrivée étonnamment vite. 2 officiers sont entrés dans l'appartement. Ils ont séparé Marc. Ils ont pris nos déclarations. Pendant qu'ils vérifiaient ses coordonnées, l'un des officiers a froncé les sourcils. Marc. L'autre a vérifié les informations dans la voiture de patrouille. Il est revenu quelques minutes plus tard. Il a un mandat d'arrêt pour plusieurs vols et plaintes liées à la fraude. Marc a complètement perdu la confiance qu'il avait montrée en entrant. C'est un malentendu. Les officiers n'ont pas argumenté. Ils l'ont menotté. Élodie a commencé à pleurer. Il doit y avoir une erreur. L'un des policiers a répondu calmement. Le procureur déterminera cela. Ils ont emmené Marc. La porte s'est refermée. L'appartement était silencieux. Élodie est restée là à pleurer. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis dirigé vers l'entrée. J'ai pris la valise que Marc avait laissée. Je l'ai mise à l'extérieur de l'appartement. Je suis revenu, j'ai regardé Élodie. Tu pars aussi. Elle a brusquement levé la tête. Quoi? La relation est terminée. Benoît, s'il te plaît. J'ai secoué la tête lentement. Tu as amené un autre homme à vivre ici après que je t'ai clairement dit de ne pas le faire. Je voulais juste l'aider. Je n'ai pas répondu calmement. Tu as pris une décision au-delà de notre relation et de ma volonté. Elle a éclaté en sanglots. Je ne voulais pas te faire de mal, mais tu l'as fait. S'il te plaît, nous pouvons en parler. Nous avons déjà parlé. Je n'ai nulle part où aller. La phrase m'a inévitablement rappelé la conversation de la veille. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes. Je suis désolé. Elle pleurait toujours. Je pensais que tu comprendrais et je pensais que tu respecterais cette relation. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose de plus, mais rien ne pouvait changer ce qui s'était passé. Cette nuit-là, Élodie a quitté l'appartement avec une valise et un visage plein de larmes. Alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai compris qu'en essayant de sauver quelqu'un de son passé, elle avait fini par détruire l'avenir que nous construisions ensemble. Mise à jour. Cela fait 3 mois que j'ai mis fin à ma relation avec Élodie. Honnêtement, je pensais que je n'entendrais plus jamais parler d'elle. J'ai bloqué son numéro, supprimé ses réseaux sociaux et continué ma vie. J'en ai même profité pour redécorer l'appartement. J'avais besoin de sentir que cet endroit était à nouveau ma maison après tout ce qui s'était passé. Je pensais que cette histoire était terminée. Je me suis trompé.
Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu en pensant que c'était lié au travail. À l'autre bout, j'ai entendu une voix que je reconnaîtrais n'importe où. C'était Élodie. Elle pleurait. Pas ce genre de pleurs exagérés d'une dispute. Elle pleurait vraiment. Benoît, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement attendu qu'elle parle. J'ai besoin de m'excuser. Je suis resté silencieux. Puis elle a commencé à me raconter ce qui s'était passé après qu'elle ait quitté l'appartement. Il s'avère que lorsque la police a arrêté Marc, elle était convaincue que tout cela avait été un malentendu. Elle pensait que les accusations étaient fausses, qu'il était victime des circonstances. Alors, elle a utilisé pratiquement toutes ses économies pour payer un avocat et le faire sortir sous caution. Quand il est sorti, Marc lui a juré qu'il allait changer, que cette expérience avait suffi à lui ouvrir les yeux, qu'il avait juste besoin d'une dernière chance. Et Élodie l'a cru à nouveau. Puis elle a pris de l'argent qu'elle avait encore économisé. Son idée était de lui louer un petit appartement pour qu'il puisse recommencer. Elle lui a même donné de l'argent pour la caution, le premier mois de loyer et quelques dépenses de base. Selon elle, c'était suffisant pour commencer une vie tranquille pendant qu'il trouvait un emploi. Marc a pris l'argent, l'a remercié, lui a promis qu'il n'oublierait jamais tout ce qu'elle faisait pour lui, et a disparu pendant 3 jours. Quand il a finalement répondu au téléphone, la vérité a éclaté. Il n'avait pas loué d'appartement. Il n'avait rien acheté. Il avait dépensé chaque centime en jeu, tout sans exception. Élodie m'a dit qu'elle était allée le chercher complètement désespérée. Elle l'a trouvé sortant d'un casino. Elle l'a confronté, lui a demandé comment il avait pu lui faire ça après tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui. Puis quelque chose s'est produit qui, honnêtement, ne m'a pas surpris. Marc a commencé à rire. Selon Élodie, il l'a regardé droit dans les yeux et a dit « As-tu vraiment fait confiance à un joueur compulsif pour gérer de l'argent ?» Elle pensait qu'il plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Il a continué à rire. « La vérité est que tu le mérites pour être naïve. » Puis il lui a dit quelque chose d'encore pire. « Tu as choisi de me croire de ton propre chef. Ce n'est plus mon problème. » Élodie a essayé de le convaincre de chercher de l'aide. Elle lui a rappelé tout ce qu'elle avait fait pour lui. Elle a parlé des années qu'ils avaient partagées. Marc a simplement haussé les épaules. Il lui a dit qu'il ne ressentait plus rien pour elle, qu'il n'avait accepté son aide que parce qu'elle l'avait offerte, et que maintenant que l'argent était parti, il n'avait plus besoin d'elle. Puis il s'est retourné et est parti. Juste comme ça, Élodie a terminé l'histoire en pleurant. Elle m'a dit qu'elle avait perdu toutes ses économies, qu'elle vivait chez une amie parce qu'elle ne pouvait plus se permettre un logement à elle, qu'elle se sentait utilisée, que j'avais eu raison depuis le début. Finalement, elle m'a posé la question qu'elle avait, je suppose, préparée pendant tout l'appel. Benoît, penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner ? J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai ressenti ni joie ni désir de vengeance. Juste un immense sentiment de clôture. J'ai répondu calmement. J'espère vraiment que tu pourras reconstruire ta vie, Élodie. Elle a commencé à pleurer encore plus, mais nous nous sommes séparés il y a longtemps. Elle a essayé de dire quelque chose. Je ne l'ai pas laissé faire. Je t'avais prévenu de ce qui pouvait arriver. Non pas parce que je suis un voyant, mais parce que les personnes ayant une addiction active ne changent que lorsqu'elles le veulent vraiment, pas parce que quelqu'un les sauve une fois de plus. Il y a eu un long silence. Puis je lui ai souhaité bonne chance. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait la paix et j'ai raccroché. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis et honnêtement, j'espère que cela restera ainsi.